Et on commence ce soir avec un épisode particulièrement méconnu de l'histoire de France, la 5e République des années 60-70. Comment des militaires français ont été envoyés en mission par l'État français pour former des dictateurs sud-américains aux techniques d'interrogatoire, de torture et d'élimination de témoins. Ce furent les années les plus noires d'Amérique latine. Quand en mars 1976, le général Videla prend le pouvoir en Argentine, tous les pays du cône sud sont déjà sous la coupe des militaires. Exécutions sommaires, tortures, disparus. Qu'ils s'appellent Stroessner au Paraguay ou Pinochet au Chili, tous mènent une répression féroce au nom de la lutte contre le communisme. Comment en est-on arrivé là ? Bien sûr, l'ombre des États-Unis plane sur les dictatures latino-américaines, mais ce que l'on sait moins, c'est le rôle joué par la France dans leur genèse, et notamment en Argentine. Escadron de la mort, disparu, ces méthodes ont donc été inventées en Algérie. À l'époque, seul Paul Tedjen, le préfet de police d'Alger, avait dénoncé l'existence de disparus parmi les 24 000 prisonniers qu'il avait officiellement enregistrés. On m'a pas rendu 4 000 lorsqu'au mois de septembre 1956, 57, j'ai fait le compte, il m'en manque trop. Où sont-ils? Dans les camps, à Pont-de-Cazel, même pas. Je suis allé à Pont-de-Cazel pour voir, il n'y était pas. Ils avaient disparu. Les ouèdes, la mer, les renvoyés. Envoyer les crevettes Bijard, comme ça qu'on appelait les hommes. On mettait les pieds dans une bassine de ciment. Quand c'était pris, on les larguait en hélicoptère dans la mer. On ne peut pas admettre ça, on ne fait pas la guerre comme ça, c'est pas possible. Et pourtant, les techniques de la bataille d'Alger seront enseignées dès mai 1958 dans un centre d'entraînement à la guerre subversive créé par le ministre de la Défense Jacques Chaban-Delmas à l'initiative de Bijard. Viendront s'y former des officiers français, mais aussi portugais ou israéliens. La bataille d'Alger aura aussi son manuel. Intitulé La guerre moderne, il a été rédigé par le colonel Trinquier, le chef du commandant Ossarès. Dans son livre, il justifie ouvertement l'usage de la torture comme une arme de la guerre antisubversive. C'est à l'école de guerre de Paris que s'effectue principalement la transmission. Les premiers émules sont argentins. Parmi eux, le général López Offranc, qui participera au coup d'État de 1976. En 1957, López Offranc est sélectionné par l'état-major argentin pour s'initier à ce qu'on appelle désormais la doctrine française, avec à la clé un stage pratique d'1 mois en Algérie. Les professeurs n'arrêtaient pas de nous parler de la guerre révolutionnaire. C'était quelque chose de tout à fait nouveau pour nous. En Amérique latine, nous ne connaissions pas à l'époque ce genre de problème. Il y avait bien sûr des luttes politiques, parfois violentes, mais pas de type subversif. Nous ne connaissions pas l'importance de la population dans ce genre de guerre. Pour nous, il n'y avait que la guerre classique, avec l'infanterie, le fusil, les chars, les canons. Mais jamais nous n'avions imaginé un ennemi qui tue avec un couteau ou qui étrangle avec une corde. Ici, j'ai beaucoup appris. Avec le sang, on apprend beaucoup. C'est ainsi que les méthodes de la bataille d'Alger sont exportées pour la première fois à l'école de guerre de Buenos Aires. En 1959, les armées françaises et argentines signent un accord qui prévoit la création d'une mission militaire française permanente dont les assesseurs s'installent à Buenos Aires, au siège de l'état-major argentin. Tous sont des anciens d'Algérie qui opèrent dans le plus grand secret. Aujourd'hui encore, le sujet est tabou. Aucun n'a accepté de parler du rôle de la mission devant une caméra. Oui, bonjour. Vous m'entendez, M. Bernard Cazomayou? Oui, M. Bernard Cazomayou. On était parti là-bas à la demande de l'armée argentine pour les renseigner la guerre révolutionnaire. La mission était pour ce sujet-là et pour rien d'autre. Et le reste ne nous intéressait pas. Payés par l'armée argentine, les Français font traduire le livre du colonel Trinquier, dirigent des cours et publient des articles dans les revues militaires. Le thème, c'est toujours la guerre antisubversive, comme le reconnaît du bout des lèvres le colonel Bintresque. Oui, bonjour. Je voudrais parler à Robert Bintresque. C'est moi-même. On essaie de leur expliquer cette guerre subversive, cette guerre d'en dessous.
Oui, puis une histoire d'ennemi qui n'est pas forcément l'ennemi auquel ils étaient habitués. L'ennemi, c'est parfois le gars avec qui vous prenez un whisky, hein. L'influence des Français culmine en 1961 avec l'organisation à Buenos Aires du premier cours interaméricain de guerre contre-révolutionnaire auquel participent 14 pays. Son directeur n'est autre que López Offranc, qui en a confié l'encadrement aux militaires français. Il y avait des officiers de tout le continent ? Oui, de tout le continent américain nord et sud, y compris des États-Unis. Tous les officiers étaient réunis dans notre école de guerre. C'est moi qui ai dirigé le cours. Et Tresque fut mon plus proche collaborateur. C'est vrai que les États-Unis étaient jaloux ? Oui, les États-Unis voulaient que les Français s'en aillent. Ils voyaient d'un mauvais œil le rôle des Français. Mais les Américains ne connaissaient rien à la guerre révolutionnaire. Ils apprenaient en même temps que nous. Dans un courrier adressé au ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Blanquet du Chayla confirme la jalousie des Américains. Ironie de l'histoire. Alors qu'il avait été réalisé pour dénoncer la guerre sale menée par les Français, le film La bataille d'Alger a été utilisé pour former les militaires argentins à la lutte antisubversive. Qui a fourni la copie du film ? Mystère. Alors, tu pouvais pas te décider sans faire tant d'histoire? Ça aurait été mieux pour toi. Hannibal et Julio étaient cadets dans la marine argentine quand on leur présente le film en 1967. 5 ans plus tard, les 2 officiers seront emprisonnés, puis limogés de l'armée pour avoir dénoncé l'usage de la torture. Ce ne sont pas des souvenirs agréables parce que tout ça, je l'ai vécu dans ma propre chair. Qui vous a présenté ce film à l'école navale ? Nous étions cadets à l'école navale. C'est le directeur d'études, avec l'aumônier militaire qui était en charge de l'école navale, qui nous ont présenté le film. Il y avait, disons, un accompagnement religieux. L'aumônier militaire justifiait les méthodes de la bataille d'Alger ? Tout à fait. Y compris la torture ? Oui, elle n'était pas considérée comme un problème moral, mais comme une arme de combat. Il faut savoir qu'ici en Argentine, tout un secteur de la hiérarchie catholique a complètement soutenu ce genre de pratique. En revoyant ce film, je me dis qu'ils nous l'ont présenté pour nous préparer à une guerre qui n'était pas celle pour laquelle nous étions entrés dans l'école navale, c'est-à-dire la guerre régulière. En fait, ils nous préparaient à une guerre irrégulière, en nous habituant petit à petit à des méthodes qui seront largement employées par la suite. Rien à voir avec la guerre contre un ennemi extérieur. Ici, on nous prépare à des tâches policières contre la population civile, qui est devenue le nouvel ennemi. Est-ce que la torture était utilisée à l'époque dans l'armée argentine ? Avant ça, non. Des amis officiers m'ont raconté en 1969 qu'ils s'étaient entraînés à la torture sur des prisonniers vivants, au Brésil et à l'école des Amériques, au Panama. Mais ça ne concernait que les officiers spécialistes du renseignement. À cette époque, la torture et les exécutions sommaires n'étaient pas encore utilisées massivement. L'école des Amériques de Panama. Ce nom est toujours associé à l'histoire des dictatures latino-américaines. Créée en 1946 par les États-Unis, l'école se spécialise dans la guerre antisubversive au milieu des années 60. C'est ainsi qu'au nom de la lutte contre le communisme, 60 000 officiers latino-américains seront entraînés dans ce qu'on appellera l'école des dictateurs. Cette histoire est connue, mais ce que l'on sait moins, c'est le rôle qu'ont joué les Français dans la formation des instructeurs américains. Tout commence en 1960 quand Pierre Messmer est nommé ministre des Armées. Il est contacté par les Américains au moment où se profile la guerre du Vietnam. C'est toute la théorie de la guerre révolutionnaire qui les a intéressés. Vous, en tant que ministre, vous avez reçu des demandes d'envoi d'instructeurs Ils nous l'ont demandé, nous avons donné suite à leurs demandes. Et quel était le profil de ces militaires que vous avez envoyés là-bas, aux États-Unis ? On s'efforçait d'envoyer des gens qui avaient l'expérience. C'était une question d'expérience, surtout.
Et Aussaresses, comment est-il devenu instructeur à Fort-Bragg? Il est devenu instructeur à Fort-Bragg parce que c'était un spécialiste. Quand les Américains ont demandé des conseillers techniques, je suppose que l'état-major de l'armée a dû prendre ces listes et désigner des hommes qui avaient appartenu aux états-majors en Algérie. Et en particulier, qui avaient eu ces missions d'interrogation des prisonniers, etc. Et Aussaresses était l'un des meilleurs spécialistes de la guerre révolutionnaire. Enfin, pour la France, en tout cas. Oui, Aussaresses, je crois, n'est pas un penseur. Je crois que c'est un exécutant. 1961. Le commandant Aussaresses est nommé auprès de l'attaché militaire de l'ambassade de France à Washington, dont dépendent 10 officiers de liaison. Tous sont des anciens d'Algérie, répartis dans les différentes écoles militaires américaines. Aussaresses, lui, rejoint Fort-Bragg, le siège des forces spéciales qui interviendront massivement au Vietnam. Qu'est-ce que vous avez donc enseigné là-bas? J'ai enseigné les conditions dans lesquelles j'ai fait un travail qui n'était pas celui que fait normalement une armée classique. En clair, vous avez enseigné les techniques de la bataille d'Alger. C'est ça. C'est-à-dire voilà. Aussi bien les arrestations, le renseignement, la torture, tout ça. Tout ça. Direction les États-Unis. Le général Jones et le colonel Bernhardt sont 2 anciens élèves d'Aussaresses à Fort-Bragg. Vétérans de la guerre du Vietnam, ils militent aujourd'hui contre l'usage de la torture. Ils confirment qu'au début des années 60, ils n'avaient jamais entendu parler de guerre antisubversive. Est-ce qu'on peut dire que les Français avaient plus d'expérience dans le domaine de la guerre antisubversive que les Américains à l'époque? Aucun doute là-dessus, nous n'avions aucune expérience. C'est pourquoi nous avons fait venir des instructeurs de France. Nous avons lu des études, des livres pour apprendre de l'expérience des Français. Quel type de livre avez-vous lu? Le livre de Trinquier. Nous avons reçu la guerre moderne en 1961. C'est Paul Aussaresses qui avait travaillé avec Trinquier qui nous a apporté les épreuves du livre à Fort-Bragg. Nous l'avons lu en détail et malheureusement, je suis l'un de ceux qui l'a étudié à fond. C'est à partir de ce livre que sera conçu ce que nous appellerons l'opération Phoenix. J'ai envoyé le livre à Robert Comer qui travaillait alors à la Maison-Blanche. Robert Comer, cet agent de la CIA est nommé à la tête du bureau de Saigon en 1967. Dirigeant une unité d'escadron de la mort, il est chargé d'éliminer les réseaux du Viet Cong dans la population vietnamienne. Une guerre très sale, baptisée Opération Phoenix. C'était une copie de la bataille d'Alger. Le résultat fut dramatique, et c'est un euphémisme. Il y eut au minimum 20 000 personnes tuées. Oui, tuées. Des civils? Oui. Est-ce que Paul Aussaresses vous a parlé de son rôle dans la bataille d'Alger? Ce que Paul nous a appris, c'est l'importance capitale du renseignement dans ce genre de guerre. Il nous a enseigné comment il fallait l'obtenir et ensuite l'utiliser. Il nous a expliqué la torture. Par exemple, il prenait un prisonnier. En général, il arrivait à le convaincre de parler. La plupart parlaient. Mais ceux qui ne voulaient pas parler, il les soumettait à des souffrances physiques, des souffrances mortelles, qui faisaient qu'ils finissaient par parler. Il expliquait aussi que si un autre prisonnier assistait à la séance de torture, ça le convainquait en général de parler, car il savait que c'était lui le suivant. Le problème supplémentaire, c'était de savoir que faire avec les prisonniers torturés. La réponse d'Aussaresses, c'était qu'il fallait les exécuter.
La plupart des élèves que vous avez eus sont partis ensuite au Vietnam. Ah, mais ils sont partis, sont allés au travail. Mais... Au Vietnam. J'en ai retrouvé, quand j'ai été attaché militaire au Brésil après coup, j'ai retrouvé des généraux qui m'ont dit « Mais on vous a eu comme instructeur à Fabrac ». C'était en quelle année que vous étiez au Brésil, général? 73. Mais le Brésil, c'était une junte militaire qui était au pouvoir. C'est ça, oui, c'était une dictature militaire. Et ça avait bardé. Vous étiez en rapport avec les militaires brésiliens, évidemment. Comment très étroit, très étroit. Poursuivi par la justice chilienne, le général Contreras est en détention provisoire dans cette base militaire, d'où partit le coup d'État de 1973. Autant dire qu'il est en famille. Entouré de ses gardes du corps et de son équipe médicale, l'homme de confiance de Pinochet parle d'emblée de ses références françaises. Nous étions de grands admirateurs de l'OAS pour son attitude valeureuse et combative. Pour nous, c'était vraiment un modèle. Est-ce que vous avez connu le général Ossarès? Pas personnellement, mais il a entraîné des officiers chiliens au Brésil. Ah oui, Ossarès. Oui, tous les 2 mois, je lui envoyais des contingents d'officiers pour qu'il les forme. Il travaillait normalement au siège des services de renseignement à Brasilia, mais il allait souvent à Manaus pour les entraînements. Manao était un centre d'entraînement important pour les pays d'Amérique du Sud, n'est-ce pas? Oui, ce n'était pas très amusant pour ceux qui venaient d'Argentine ou du Chili, car le climat à Manaus est terrible. Retour en Argentine. Quand en mars 1976, le général Videla prend le pouvoir, il a tiré les leçons du coup d'État chilien. La répression est encore plus féroce, mais elle s'opère en cachette, loin des caméras. Il n'y a pas d'image de cadavres, ni d'exécution. Le modèle argentin, la bataille d'Alger. Tous les généraux de la junte sont des élèves des Français. Parmi eux, le général Bignone, qui est aujourd'hui assigné à résidence. Il est accusé d'avoir volé les bébés des femmes qu'il faisait disparaître. C'est lui qui a rédigé les décrets militaires instaurant la dictature. Si vous comparez les décrets militaires de la dictature avec ce qu'ont fait les Français en Algérie, quelles sont les ressemblances? Je dirais que c'est une copie, il n'y a pas de différence. Ce sont les Français qui ont guidé la doctrine et les décrets militaires que nous avons appliqués ici. Chef du 2e corps d'armée, Diaz Bessonnet était responsable des camps de concentration du nord-est de l'Argentine. Aujourd'hui, le juge espagnol Garzón a demandé son extradition. Quant au général Arguindegui, il est aussi sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Il est accusé d'avoir dirigé la disparition et l'extorsion de dizaines de victimes. Pour l'heure, les 2 généraux sont à l'abri dans leur pays grâce à une loi d'amnistie. C'est la première fois qu'ils parlent devant une caméra des méthodes de la dictature argentine et de l'influence des Français. La première arme, le premier outil pour lutter contre une agression révolutionnaire, subversive ou de type guérilla, c'est d'avoir un bon appareil de renseignement. Ce fut l'un des enseignements les plus importants que nous ont transmis les Français de leur expérience en Algérie. Oui, nous avons tout appris des Français. Ici, le renseignement avait toujours eu de l'importance. Il s'agissait de connaître les positions des troupes d'un ennemi extérieur, avec drapeau et uniforme. Mais rien à voir avec un ennemi terroriste, subversif, qui est caché et disséminé dans la population. Ils sont partout. Ça peut être quelqu'un qui tient un commerce, ou qui prend des cours à l'université ou au lycée. Ça peut être un professeur, un médecin, un avocat, un ingénieur ou un ouvrier. Et la technique du quadrillage, ça aussi c'est un enseignement des Français? Bien sûr, la division du territoire en zones, sous-zones, c'est typiquement la doctrine française. Et la création de commandos spéciaux, comme en Algérie, qu'on peut appeler des escadrons de la mort. Et si ça a été différent?
Disons des commandos qui entraient dans les maisons. En fait, nous avons opté pour une autre méthode. Il n'y avait pas de force spéciale pour ça, car toute l'armée a fait des opérations de ce type. Dans chaque zone, sous-zone, les unités militaires responsables entraient dans les maisons, arrêtaient puis conduisaient les prisonniers au centre d'interrogatoire. Toute l'armée a participé. Toute. Tous les militaires d'actifs de cette époque ont pris part à la guerre anti-subversive. Est-ce que les Français vous ont enseigné la technique de la gégène? On ne peut pas dire qu'ils nous l'aient enseigné. Ils nous ont expliqué à quoi ça servait. Et puis nous avons adapté la technique au fur et à mesure de la lutte. C'est une méthode que nous connaissions d'ailleurs déjà un peu dans la police nationale et fédérale. Comment voulez-vous obtenir des renseignements si vous ne secouez pas, si vous ne torturez pas? D'ailleurs, à propos des disparus, disons qu'il y en a eu 7000. Je ne crois pas qu'il y en ait eu 7000. Mais bon, que vouliez-vous que nous fassions? Vous croyez qu'on pouvait fusiller 7000 personnes? Si on en avait fusillé 3, le pape nous serait tombé dessus, comme il a fait avec Franco. Le monde entier nous serait tombé dessus. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Les mettre en prison? Et puis, dès qu'arrive un gouvernement constitutionnel, ils sont libérés. Et ils recommencent. C'est une guerre interne. C'est pas une guerre contre un ennemi de l'autre côté de la frontière. Ils sont prêts à reprendre les armes pour tuer à la première occasion. C'est une réalité, et ce fut peut-être une erreur. Ça n'a rien à voir avec les disparus d'Algérie. C'était un autre pays. Et une fois qu'il a été libéré, les Français sont rentrés chez eux. Tandis qu'ici, chaque disparu avait un père, un frère, un oncle ou un grand-père. Ici, la guerre a été très efficace. En 3 ans, la subversion a été anéantie. D'après les organisations des droits de l'homme, 30 000 personnes ont disparu en Argentine de 1976 à 1982. Voici l'un des hauts lieux de la répression, l'ESMA, l'école mécanique de la marine. C'est ici que l'amiral Massera, l'un des chefs de la junte, installa une véritable usine de la mort où disparurent au moins 4000 personnes. On sait aujourd'hui que la plupart furent jetées vivantes à la mer après avoir été torturées. C'étaient les vols de la mort, appelés pudiquement des transferts, les crevettes Bijard érigées en système, ainsi que le raconte un rescapé de l'ESMA. Les vols de la mort étaient organisés chaque semaine? Ça dépendait de la quantité de prisonniers qu'il y avait dans le camp de concentration, dont la capacité maximale était d'environ 100 personnes. Quand la limite était atteinte, ils accéléraient les transferts. Normalement, il y avait un transfert tous les mercredis, mais parfois ils organisaient 2 avions par semaine. Étudiant en sociologie, Juan fut kidnappé, sauvagement torturé, puis maintenu prisonnier à l'ESMA pendant 2 ans. Quant à sa femme, elle fait partie des disparus de l'école mécanique de la marine, où régnait en maître absolu le capitaine Acosta, alias El Tigre. Acosta était le chef de renseignement de l'ESMA, une espèce de fou qui vivait 24 heures sur 24 sur place. Il était complètement obsédé par la gestion de ses officiers et l'administration du camp de concentration. Il disait régulièrement que son surnom El Tigre lui avait été donné par son maître français qu'il avait formé dans la guerre anti-subversive. Aujourd'hui, Acosta est en détention provisoire. Il est accusé d'avoir volé les bébés des femmes qu'il torturait à mort. Impossible de l'interviewer en prison, la marine a refusé. La collaboration de la France avec la dictature argentine n'était donc pas que militaire, elle était aussi politique. Qu'en est-il du Chili? En fait, c'est le général Contreras qui aborde lui-même le sujet. Et ce qu'il dit est trop précis pour être une fanfaronnade. Dans le cas de la France, les services secrets ont collaboré avec nous à plusieurs occasions. Ils ont collaboré parce qu'il y avait beaucoup de réfugiés à Paris, c'est ça? Oui, d'ailleurs, les services de renseignement nous informaient sur les activités de ces gens-là.
C'est eux qui nous ont prévenus quand ils ont initié l'opération Retour. C'était quoi ça? L'opération Retour, c'est quand les terroristes ont décidé de rentrer au Chili. C'est comme ça qu'on l'appelait? Oui, ils ont appelé ça Opération Retour et nous aussi. Ils ont commencé à rentrer au Chili. C'était en quelle année ça? Ça a commencé en 1978 et ça a duré jusqu'en 1980. Qui a collaboré, la police française, la DST ou la DGSE? La DST qui a le plus collaboré. Et comment? Elle nous prévenait dès qu'un terroriste montait dans l'avion, la plupart du temps avec des faux papiers. Nous avions des contacts permanents avec 37 services de renseignement du monde. Mais pour nous, les plus importants, c'étaient les pays latino-américains. Nous avons eu des contacts avec tous les services de renseignement latino-américains. Le colonel Ribeiro vit dans l'un des quartiers huppés de la capitale argentine. Né en 1932, il est effectivement un pur produit de l'enseignement des Français, comme tous les militaires de sa génération. Malheureusement, Ribeiro, alias Rawson, refuse d'ouvrir sa porte. Oui, bonjour, je viens de France. Je voudrais parler au colonel Ribeiro, s'il vous plaît. Qui est-ce? Je fais un travail historique sur l'histoire de la guerre antisubversive depuis l'Indochine à nos jours. Oui? Pouvons-nous nous voir pour en parler? Non, je vous remercie. Pour moi, c'est un thème du passé qui ne m'a apporté que des problèmes. Ça ne m'intéresse pas. C'est un chapitre difficile de l'histoire argentine. Ça ne sert à rien d'en parler. C'est comme pour vous, les Français. Il vaut mieux regarder vers l'avenir. Santiago du Chili. Monica González est une journaliste spécialiste du plan Condor. Jusqu'en 1978, elle était réfugiée à Paris. Depuis, elle accumule témoignages et documents. C'est elle qui a découvert les archives d'Arancibia Clavel en fouillant dans une annexe d'un tribunal de Buenos Aires. Et là, surprise. C'est à l'Argentin Ribeiro, alias Rawson, l'ancien élève des Français, qu'elle attribue la paternité de l'opération Condor. Arancibia Clavel envoie un compte-rendu au quartier général de la DINA à Santiago où il dit « Le colonel Rawson a établi avec les services migratoires argentins la liste de tous les Chiliens entrés dans le pays après le coup d'État du 11 septembre 1973. » Cet officier propose de créer une agence centrale du renseignement entre le Chili, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay. Ce n'est donc pas le général Contreras qui a eu l'idée de Condor. Non, c'est lui qui l'a créé, mais c'est Rawson qui a eu l'idée. Est-ce qu'il y a des étrangers qui sont liés à l'opération Condor? Oui, et c'est peut-être l'un des aspects les plus secrets de Condor. La DINA a créé un bras international pour ses activités extérieures, composé d'un groupe d'Européens. Parmi eux, il y a des Italiens, dirigés par le terroriste et fasciste Stefano Della Chiae. À ce groupe de terroristes italiens s'ajoute le célèbre terroriste français Albert Spaggiari, un ancien de l'OAS, et Michael Townley, un Américain recruté par la DINA. En fait, l'opération Condor, c'est une organisation qui coordonne les services de renseignement des dictatures d'Amérique latine avec un bras armé parallèle qui s'appuie sur l'international noir, composé des principaux groupes terroristes européens.